Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que je suis dans ma cuisine parce qu'il y fait plus lumineux que dans mon salon? Eh bien, actuellement, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Voilà. Donc, j'enregistre ce podcast depuis ma cuisine, à côté de mon frigo défectueux, hélas, le joint d'étanchéité euh, est, euh, est cassé et il y fait 15 degrés et c'est triste. Voilà. J'arrête de vous raconter ma vie, en tout cas la vie de mon frigo, et je vais passer tout de suite aux questions. J'espère que vous allez bien en fait, j'espère que vous allez merveilleusement bien et que voilà, que vous vous faites bien au changement d'heure. On en parlait la semaine dernière. C'est quand même le plus facile des deux, hein. On va pas se mentir, c'est quand même le plus facile des deux. Cela dit, ça attaque quand même un peu. Mais bon, on a des questions vachement cool cette semaine. On a des questions vachement cool et comme vous le remarquez aussi peut-être, je n'ai plus mon rhume et c'est merveilleux parce que la toux, ça va bien 5 secondes. Et la première question qu'on a, c'est comment stopper le cercle vicieux inconscient de la comparaison? J'ai remarqué que dans le cadre de mon travail, je pouvais encore me faire avoir, entre guillemets, à me comparer sur l'avancée des carrières des autres par rapport à ce que je crois être de la mienne. Moins bien, forcément. Je sais bien que c'est pas constructif, mais je me suis vue cette semaine prise là-dedans. Je pense qu'on va être beaucoup à se reconnaître dans cette question. Donc c'est vraiment cool de l'avoir posée. C'est vraiment une bonne idée d'en discuter, d'en parler, d'aborder un peu tout ça. Et en fait, j'y vois deux points principaux. Il y a deux choses principales que j'ai envie d'aborder. La première, c'est par rapport à la comparaison aux autres. Il y a deux façons de le voir. Soit on voit le succès comme une ressource limitée. Donc en gros, ce qu'ils ont accompli, ce que les autres ont accompli, c'est du succès en moins pour moi. Ce sont des choses que je ne peux pas faire pour X raisons, plus ou moins légitimes. Si on est un peu amer, on peut se dire ouais, ils ont de la chance, ils ont eu papa maman derrière eux. Ou bien une autre réflexion pas particulièrement productive serait ils sont plus talentueux que moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'ils ont fait, etc. Donc on peut voir ça comme une réflexion, un reflet assez négatif effectivement de notre succès dans le sens où si eux ils ont du succès, ça veut dire que moi j'en ai pas ou j'en ai moins. Ou bien on peut voir les accomplissements des autres comme une source d'inspiration, avec un état d'esprit qui sera plus dans l'abondance cette fois-ci. Donc, s'ils l'ont fait, ça veut dire que je peux le faire aussi, en fait. Je suis quelqu'un de talentueux, je suis travailleuse, j'ai ce qu'il faut, j'ai juste soit pas la méthode, et dans ce cas-là, je peux la rechercher, ou je peux même demander à la personne comment elle a fait pour en arriver là, ou je peux m'inspirer de ce qu'elle a fait pour accomplir quelque chose de similaire, en gros. Ou alors, donc soit j'ai pas la méthode, ou alors c'est juste que la timeline de ma carrière est un peu différente. Je me suis concentrée sur d'autres choses. Et si je me rends compte maintenant que j'éprouve de l'envie, c'est peut-être le moment de se demander, ok, est-ce que je peux quand même faire ça? Est-ce que j'ai fait d'autres choix jusque-là qui m'ont pas mené à ce point-là, à ce point-ci. Euh, mais voilà, il est possible de le faire. Comment est-ce que je pourrais faire pour que mon quotidien, mes habitudes, etc., m'amènent dans cette direction? Et d'ailleurs, sur ce point-là, c'est aussi important de se demander si on a vraiment envie de leurs accomplissements et de la vie qui en résulte, en fait. Si je prends mon exemple, j'ai une mentor, il y a une coach, qui est plutôt coach perte de poids en l'occurrence, mais bon, c'est une coach qui est très très successful, elle a un succès incroyable et elle s'appelle Emma Story Gordon et voilà, elle a atteint un niveau de succès sur Instagram qui est énorme, enfin qui est très ouais, elle a
plein d'abonnés Instagram. Elle a un succès financier qui est aussi gigantesque. Elle a lancé plein de boîtes, etc. Et bref, c'est une coach qui a beaucoup de succès. Et des fois, je la regarde, je la suis, et puis je ressens cette pointe d'envie, et je me dis, oh voilà, elle est plus jeune que moi en plus, elle est plus jeune que moi, elle a beaucoup plus de succès, ouais, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés, j'aimerais bien avoir plus d'argent, j'aimerais bien avoir un impact aussi important que son impact. Et puis après, en fait, je me reprends assez rapidement parce que je me dis non, mais sa vie est très très différente de la mienne, et c'est ce qui l'a amenée là où elle est. C'est-à-dire qu'elle travaille tout le temps. Elle travaille vraiment énormément. Elle a quasiment pas de week-end. Elle partage souvent son planning, tout ça. Donc je vois qu'elle enchaîne les calls. Et quand elle n'est pas en call, elle travaille dans des coffee shops. Elle voyage énormément. Elle va se faire de la promotion à droite à gauche, tout ça. Elle a un rythme de vie auquel je n'aspire pas du tout, en fait. Même si j'aimerais avoir un impact plus grand, je suis aussi super attachée au slow living, en fait, à avoir plein de temps libre, à être chez moi aussi souvent que possible. Voilà, j'aime vraiment avoir la relaxation au quotidien, etc. Donc j'ai vraiment je serais épuisée, en fait, si je vivais une vie dans la vie d'Emma Story Gordon, je serais complètement épuisée. Et du coup, effectivement, je me donne pas les moyens d'avoir voilà mon chat, je me donne pas les moyens d'avoir un succès similaire au sien, mais c'est aussi un choix conscient dans le sens où, j'ai pas envie de tout ce que ça veut dire d'avoir une telle carrière. Donc, voilà. En gros, c'est un exemple pour se dire que quand on envie quelqu'un, sa carrière, etc., il faut voir dans la personne dans sa globalité et pas seulement ce point-ci de sa vie, ce point-ci de sa vie, de son succès. Et de fait, très important de trouver ce qui nous convient, les objectifs et les aspirations qui sont en ligne avec notre rythme de vie et avec nos envies. Parce que, oui, hélas, on peut pas tout avoir, tout faire. Il y a des exceptions, il y a certainement les 0,0001% qui parviennent à avoir des accomplissements de ouf, en n'en foutant pas une, mais je pense pas qu'il faille compter là-dessus, quoi. Donc voilà, déjà il y a ces points-là. Et puis le deuxième gros point, donc tout ça c'était le point 1 en comparaison avec les autres, et le deuxième gros point que j'aimerais aborder, c'est qu'une fois qu'on a mis au clair notre relation avec la comparaison aux autres, et qu'on tâche donc de voir les accomplissements des autres que comme une source d'inspiration et de motivation au passage à l'action, c'est que la seule comparaison qui importe vraiment, c'est celle de notre moi d'aujourd'hui avec celui du passé. Est-ce que quand tu regardes en arrière, tu vois que tu as grandi, que tu as appris plein de choses, que tu as plus de sagesse, que tu as potentiellement plus d'argent en fonction de ce qui t'intéresse, en fait, en fonction de tes valeurs? Est-ce que tu as plus d'accomplissement qu'avant? Est-ce que tu vis davantage en ligne avec tes valeurs, justement? Ou est-ce que tu es plutôt sur une pente descendante, que tu files un peu un mauvais coton, que tu t'es un peu laissé vivoter, ou que tu sais pas trop où aller, etc. Donc, avant de se comparer aux autres, comparons-nous à nous-mêmes. Et si on va se comparer aux autres, on veut se comparer aux autres dans leur globalité, avec tout ce que ça implique d'avoir un tel succès. Et si c'est quand même quelque chose à laquelle on aspire, si c'est quand même une chose à laquelle on aspire, ok, voyons ça comme une source d'inspiration, voyons ça comme une source de motivation au passage à l'action pour se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ça? Et effectivement, là, ce sera beaucoup plus productif de juste se dire, je sais pas, sa carrière est beaucoup plus loin que la mienne, c'est pas juste, et voilà.
Mais voilà, j'entends bien que tu es consciente de tout ça et que c'est pas facile. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête, une petite gymnastique mentale à faire à chaque fois qu'on se rend compte que qu'on se compare et que c'est pas productif, justement. On peut se poser toutes ces questions-là. Deuxième question. Bon, je sais que je suis en réparation du dos en ce moment et que ça joue, mais sais-tu pourquoi on a l'impression d'avoir plus d'énergie quand on peut faire du sport, alors que ça demande pourtant beaucoup d'énergie? Alors, je suis super contente parce que c'est un sujet que je voulais aborder. Et d'ailleurs, j'en ai fait un email cette semaine. Ça me tient particulièrement à cœur en ce moment parce que je suis en plein dedans. En fait, en septembre-octobre, j'ai beaucoup moins bougé parce qu'au début, j'avais le moral à zéro à l'approche du déménagement, la séparation, tout ça, c'était un peu compliqué. Puis il y a eu le stress du déménagement, l'installation. J'ai dû faire des voyages à droite à gauche et finalement, je suis tombée malade il y a 2 semaines en rentrant de ce dernier voyage et donc j'ai eu une grosse dizaine de jours de rhume. Donc, c'était pas la forme. Et puis bien sûr, il y a aussi ce que je vois beaucoup chez mes clients en ce moment d'ailleurs, c'est le manque d'énergie avec l'arrivée de l'automne. En fait, je pense qu'on est finalement tous des animaux en proie aux variations des saisons et comme les écureuils et autres ursidés, avec le passage de l'été à l'automne, la lumière qui diminue, la pluie, le froid, le gris, euh, la tendance est clairement à l'hibernation, ou en tout cas en début d'hibernation. On a l'énergie, le boost d'énergie de l'été qui diminue. Euh, c'est complètement contre-intuitif, comme tu le dis, l'exercice nous donne de l'énergie. Et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et il y a une raison très scientifique à tout ça, c'est que l'énergie améliore la circulation sanguine, ce qui fait que l'oxygène, les nutriments, etc., tout circule mieux dans le corps, y compris dans le cerveau d'ailleurs. Donc le corps fonctionne mieux parce qu'il a plus d'oxygène dans ses tissus, et du coup il nous envoie moins de signaux de fatigue. Et quand notre cœur et nos poumons fonctionnent mieux, on a plus d'énergie au quotidien pour vivre notre vie. Et ça améliore même notre capacité à réfléchir d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect du sport qui est largement ignoré, c'est que ça booste notre santé physique, mentale, mais aussi notre capacité à raisonner, à réfléchir. Parce que notre cerveau a plus d'oxygène aussi, parce que notre cerveau fait partie du corps et que du coup, si l'oxygène circule, si les nutriments circulent, le cerveau en bénéficie aussi. D'ailleurs, faites l'expérience de caler une séance de yoga en milieu de journée et vous verrez que l'après-midi, vous n'aurez plus ce gros coup de barre du début d'après-midi, vous serez plus productif, vous serez plus efficace au travail parce que voilà, l'exercice, le fait de bouger, de vous donner de faire circuler les choses à l'intérieur de vous, ça vous donnera ce boost d'énergie. Et d'ailleurs, c'est encore une raison pour laquelle j'adore le yoga, parce que quand je fais une séance de muscu en milieu de journée, parce que je fais souvent mes séances de muscu plutôt en milieu de journée, parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie. Et quand je fais du coup une séance de muscu en milieu de journée, alors ouais, je me sens mieux après, je me sens plus détendue et je me sens accomplie et un peu énergisée. Mais je me sens aussi crevée, en fait, et j'ai super la dalle aussi, parce que j'ai fait quelque chose de vraiment épuisant. En fait, j'ai poussé mes muscles au max, je suis allée à l'échec, etc. Alors que le yoga, et d'ailleurs mes clients me le disent souvent en fin de séance, ça nous détend et ça nous énergise en même temps. Ça paraît paradoxal, mais en fait pas du tout. On bouge juste assez avec le yoga pour faire circuler l'oxygène, avoir cet effet dont je vous parle, et on a en même temps cet effet calmant sur le système nerveux parce qu'on a fait de la pleine conscience et on a respiré, tout ça, donc il y a cet effet de relaxant du yoga qu'on connaît bien.
Et puis en plus, c'est pas complètement épuisant pour les muscles, on cherche jamais à aller à l'échec au yoga. Du coup, on a ce boost d'énergie et cet effet relaxant sans être complètement drainé en fait pour le reste de la journée, sans avoir la dalle, sans avoir envie d'aller faire une sieste. Donc voilà, le yoga a vraiment c'est que du bonus en fait quand on fait une séance de yoga, notamment en milieu de journée. C'est super le matin parce que ça nous énergise pour la journée. C'est super au midi parce que ça nous réénergise et ça nous détend aussi si on a accumulé un peu de stress dans la matinée. Et puis le soir, c'est aussi super pour relâcher un peu de cette énergie nerveuse qu'on a accumulée avec le stress et se détendre, notamment avec le Shavasana, la relaxation en fin de séance, pour faire cette transition vers le sommeil. Donc c'est merveilleux le yoga, hein. Je vous le dis en toute objectivité, bien sûr. Mais voilà. Et donc comme tu l'as dit, on a l'impression d'avoir plus d'énergie quand on peut faire du sport, parce que c'est vrai en fait, parce qu'on a plus d'énergie, parce que notre corps fonctionne mieux et il est plus efficace dans sa gestion de l'énergie aussi. Voilà. Plop, plop, plop. Et la dernière question que j'ai, c'est sur le negative self-talk, le fait de se parler mal, en fait, d'avoir un discours intérieur négatif envers soi-même. La question c'est, est-ce que c'est vraiment une nouvelle chose? Est-ce que c'est mesuré? Est-ce qu'il y a eu des études sur la question? Et alors, c'est rigolo, parce que pour préparer cette réponse, du coup, je suis allée voir les études sur le sujet pour que tout ce que j'avais envie de vous dire sur l'importance de bien se parler soit ancré dans la science. Et puis ça m'a fait rire parce que je trouvais beaucoup d'études qui suggéraient que le negative self-talk, c'était en fait un bon moyen de booster ses performances. Et ça a détruit tout mon argumentaire en fait. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais voilà, je suis honnête. je ne vais pas aller voir que les études qui appuient mon point. Je veux être aussi impartial que possible sur la question et partager tout ce que je trouve. Et en fait, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Je suis pas en train de vous dire insultez-vous vous-même et vous aurez des performances incroyables. En fait, il y a plusieurs types de negative self-talk et dans certaines circonstances, le fait de se critiquer fait qu'on diminue notre sentiment de confiance en nous et donc on va faire plus attention à ce qu'on fait et on va être davantage motivé à bien faire les choses. Donc ça a du sens quand on y réfléchit, puisque forcément si on se dit, si on va, je sais pas, si on a un examen de maths et que au début ou pendant cet examen on se dit voilà, je suis nulle en maths, je vais forcément rater, ça va être l'enfer et tout. On va se dire, si on s'est convaincu nous-mêmes qu'on était nul en maths, on va peut-être lire davantage, faire bien attention à bien lire les énoncés, à bien vérifier 2 fois nos calculs, etc. Alors que si on y va en se disant ça va être trop facile et tout. D'ailleurs j'ai fait ça. Enfin ça va être trop facile, nickel. Ça va rouler, j'ai pas besoin de faire trop attention. Forcément on va faire plus de fautes d'inattention justement. Et ouais, je disais, j'ai fait ça, j'ai complètement fait ça quand j'étais en licence de psychologie et qu'il y avait une matière que j'adorais, c'est la psycho-cognitif avec Stéphane Ruzinek à Lille 3. Et j'avais adoré cette matière pendant tout le semestre et je buvais les paroles du professeur et je me suis dit, pas la peine de réviser pour les partiels, ça va rouler tout seul. Et puis je me suis viandée en fait. Enfin, je me suis viandée. Ça a été, mais disons que je m'attendais à avoir un 17, une note incroyable, et puis pas du tout. Je me suis très fait saquer dans l'examen. Donc voilà. Donc parfois c'est bien d'avoir un peu d'humilité, n'est-ce pas? Mais du coup, oui, dans le cas en fait de ces études, et ce qu'ont montré ces études, c'est un type bien particulier de negative self-talk et productif, et c'est celui dans lequel on trouve une notion de challenge. Donc par exemple, dans une étude, ils mesuraient les performances à vélo, et le negative self-talk qui fonctionnait pour améliorer les performances à vélo, c'était
Et j'ai mal aux jambes, mes jambes sont fatiguées, mais je peux continuer à pousser, je peux y arriver. Donc il y avait ce discours négatif de j'ai mal, j'en peux plus, je suis crevée, voilà. Mais il y avait derrière aussi la notion de challenge. Oui, c'est dur, oui, mes jambes sont en coton, mais je peux y arriver, je peux continuer, voilà, si je me pousse, ça va aller. Ce qui est très différent, bien sûr, de s'arrêter juste à la première partie du negative self-talk, de la phrase. Et c'est un peu d'ailleurs, ça me rappelle en parlant, ce dont on parlait plus tôt avec la comparaison, le negative self-talk qui nous pousse à agir, qui nous motive, qui nous challenge. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. Si ça nous pousse à l'action, pourquoi pas se comparer et pourquoi pas du coup se dire, voilà, se mettre un peu un coup de pied aux fesses avec cette façon de se parler. Mais, comme dit, il y a plusieurs types de negative self-talk. Il y a celui aussi qui nous empêche complètement d'avancer pour le coup. Si par exemple on se dit, pour reprendre l'exemple du vélo, j'ai mal aux jambes, je suis nulle, je suis pas sportive, donc il vaut mieux que je m'arrête, je risque de me blesser. Bah là forcément ça va être vachement moins productif. Il y a le negative self-talk qui généralise. Je fais toujours tout de travers, j'arrive jamais à rien, ça sert à rien. Voilà. Pourquoi je suis sur ce vélo, forcément je vais tout faire foirer. Il y a celui qui nous amène au désespoir, je mérite pas d'y arriver, je mérite pas d'être heureuse, ce genre de discours aussi, qui est très, très productif, n'est-ce pas? Il y a le discours aussi, à quoi bon? De toute façon, j'y arriverai jamais, alors à quoi bon? Comment essayer? Il y a celui qui est défaitiste, pardon. Ça a l'air trop dur, même si j'essayais, j'y arriverais pas. Donc, il y a vraiment plein de façons de mal se parler. Et ça peut être aussi simple que, et ça j'en suis terriblement coupable, mais je me soigne, de s'insulter soi-même, en fait, d'utiliser des noms d'oiseaux pour se qualifier quand on se parle à soi-même. Et il y a un proche qui m'a entendu le faire récemment et qui m'a suggéré une méthode que j'ai envie de vous partager du coup parce qu'elle a très bien fonctionné. En fait, le contexte, c'était que j'étais en plein SPM et je me sentais anxieuse, je me sentais triste, alors que tout allait bien dans ma vie. Et je lui disais que je me disais du coup, mais Clem, pourquoi t'es triste, espèce d'imbécile? Tout va bien dans ta vie. Et j'ai pas utilisé le terme d'imbécile, d'ailleurs, j'ai utilisé un terme beaucoup plus grossier. Mais quand il a entendu ça, il m'a dit non mais interdit de te parler comme ça. Déjà, arrête de te parler comme ça. Il m'a suggéré de remplacer le imbécile par ma belle. Et du coup, la phrase donnait mais pourquoi t'es triste, ma belle? Et ça a une tonalité complètement différente. Je sais pas si vous arrivez à la voir, mais le dire pourquoi t'es triste, espèce d'imbécile, et pourquoi t'es triste, ma belle. Simplement en changeant ces deux mots, j'ai immédiatement remarqué un changement déjà dans mon humeur, dans la façon dont, quand je me dis cette phrase à moi-même, et une vague de compassion envers moi-même qui était pas là avant. Pourquoi t'es triste, ma belle? Tout va bien dans ta vie, pourquoi t'es triste? Alors que, mais pourquoi t'es triste, espèce d'imbécile? Il y a cette accusation et il y a cette absence complète de compassion. Donc voilà, je trouve que si vous êtes aussi coupable de vous parler mal comme ça, de vous insulter même, essayez ça. Essayez de remplacer ça par ma belle, ma chérie, ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Et je me suis surprise à le réutiliser cette technique d'ailleurs depuis cette semaine. Et c'est vrai que ça me donne le sourire maintenant en fait quand je me dis ça, quand je me reprends et que je me dis ça à la place, je me dis bah oui c'est vrai, pourquoi voilà. C'est une petite technique tout bête,
Et bah, comme vous voyez, c'est un work in progress, hein, de mieux se parler, de mieux se traiter. Donc, même moi, dont c'est le métier, même moi qui aide les gens au quotidien avec ce genre de choses, bah, j'apprends, je suis dans les tranchées avec vous et ça me permet aussi de mieux vous comprendre, de pouvoir partager avec vous ce genre de réflexion, de petites méthodes, de petits trucs, de techniques qui, je l'espère, vous aideront, enrichiront votre vie comme elles enrichissent la mienne. Et, euh, et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que je vais sous peu, très très sous peu d'ailleurs, dès maintenant, rouvrir les portes de Yoga with Clem pour la dernière fois cette année. Ça va être ma dernière petite cohorte de l'année. Et j'ai envie de te faire un gros cadeau. Oui, je te tutoie maintenant, parce que c'est à toi que je parle, pour te remercier d'écouter mon podcast, toi personnellement. Si tu vas dans les notes de l'épisode, tu vas avoir un lien spécial avec un coupon pour une grosse réduction sur les 3 mois de mon programme Body and Mind Reset. Et les quantités sont hyper limitées parce que je peux pas faire ça pour tout le monde parce que comme je disais dans mon mail, mon proprio ne croit pas aux réductions, aux discounts. Et, euh, et donc, allez filer dans les notes de l'épisode. Je vais aussi mettre un descriptif en détail du programme pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, que si vous avez la moindre question sur le programme, si vous n'êtes pas sûr que ce soit pour vous, tout ça, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur WhatsApp, à m'envoyer vos questions parce que je vous encourage vraiment à le faire en fait parce que même si je sais que les gens qui écoutent ce podcast sont en général vraiment sur la même longueur d'onde que moi, j'ai envie que tous ceux qui rejoignent ma petite communauté, ce soit vraiment un perfect fit, qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, que vous sachiez complètement ce dans quoi vous embarquez et que ce soit vraiment un hell yeah, quoi, un gros oui quand vous signez avec moi parce que vous savez que vos attentes vont être fulfilled, que quand je vais vraiment répondre à ce que vous attendez, à ce que vous attendez. Donc c'est évidemment plus plaisant pour moi si voilà on vibe vraiment, mais surtout ça m'assure que tu auras ce pourquoi tu signes et que tu en seras content parce que j'ai que des reviews 5 étoiles sur Google et je tiens à ce que ça reste comme ça au maximum, le plus longtemps possible. Alors voilà, j'ai super envie d'accueillir des nouvelles personnes dans notre belle communauté. Comme vous voyez, les questions que je reçois sont vraiment riches toutes les semaines, sont des gens bien. Et si tu veux nous rejoindre, si tu veux que je t'aide à tomber amoureux ou amoureuse du self-care, à bâtir une routine qui te convient, à te faire bouger, à t'aider à gérer les petites et grosses douleurs liées à la sédentarité et au stress, faut aller dans les notes de l'épisode, faut me contacter et utiliser le lien spécial avec le code qui est dans les notes de l'épisode avant qu'il n'y en ait plus, avant qu'il soit désactivé parce que comme dit, les quantités sont limitées. Voilà, et puis envoyez-moi vos questions, continuez à m'écrire, continuez à m'envoyer ces super questions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle fournée et portez-vous très très bien. Merci beaucoup, à bientôt.